Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir ces retrouvailles après 12 ans à l'université de Genève de rencontrer mes amis, mes collègues, mes ex-enseignants et ex-étudiants. J'en profite de cette occasion pour remercier les deux comités d'organisation et scientifiques, en leur tête le docteur Metleff, la présidente de ce séminaire. Alors, pour ceux qui me connaissent, je me présente. Je suis Hasnia Zia, enseignante-chercheuse de l'université de Mostaganem. Je suis aussi la directrice du laboratoire de recherche des micro-organismes bénéfiques, des aliments fonctionnels et de la santé à l'INBAS. Je suis aussi chef d'équipe de recherche Probio de santé. Et vous allez voir clairement ça à travers ma présentation que j'ai intitulée « Les probiotiques et le système reproducteur féminin ». Alors, pour commencer, on va dire que le corps humain est aussi microbien qu'humain. Pourquoi? Parce que nous avons toute une panoplie de microbiotes qui existent sur notre corps et même dans notre corps. Donc partout, comme l'illustre cette figure, vous avez des micro-organismes, pas seulement des bactéries, des archées, des levures, des moisissures, qui sont là, par exemple, dans la sphère supérieure, la bouche, la sphère aspiratoire, sur notre peau, la sphère gastro-intestinale et aussi la sphère urogénitale. Alors, si on examine de près cette microflore, celle qui existe au niveau intestinal, elle nous assure beaucoup de biofonctionnalités très essentielles pour notre santé. Donc, cette microflore qui existe au niveau intestinal, elle est aussi métaboliquement active et ses fonctions sont comparables au foie. Alors, pour parler justement de cette microflore qui existe au niveau intestinal, nous avons des garants, des bactéries gentilles qui sont là pour nous aider. Ces bactéries gentilles, on les appelle les probiotiques. Donc, c'est quoi les probiotiques? Donc, le concept a été mis en évidence pour la première fois grâce aux travaux du lauréat du prix Nobel en médecine, Elie Metchnikov, qui a fondé une théorie concernant la longévité de la population caucasienne et leur consommation régulière de yaourt. Bien sûr, il ne s'agit pas de yaourt, c'est du yogourt, c'est-à-dire le lait caillé, fermenté naturellement, sans ajout. Alors, les bactéries probiotiques, c'est quoi par définition simple? Ce sont des bactéries bénéfiques qui résident l'intestin ou bien le lait et qui confèrent des effets positifs sur la santé. Alors, bien sûr, le fœtus, tout au cours de son développement dans le ventre de sa maman, il est stérile. C'est au moment de l'accouchement qu'il acquiert sa première microflore qui provient bien sûr des intestins de sa maman. Mais il faut dire que la majorité de ces bactéries gentilles bénéfiques à la santé proviennent du lait humain. Oui, le lait humain n'est pas stérile. On pensait qu'il était stérile jusqu'à l'année 2003, où les travaux de professeur Rodriguez, 2003, qui a mis en évidence la présence de bactéries lactiques dans le lait humain. En 2009, ils ont pu isoler ce qu'on appelle les bifidobactériens. Les bifidobactériens, c'est un genre un petit peu exigeant sur le plan culturel et bien sûr qui s'installe le premier chez un bébé pendant l'allaitement. Et en 2012, la même équipe a mis en évidence une certaine relation entre la flore qui existe au niveau mammaire, c'est-à-dire le lait maternel, et la microflore intestinale des enfants. Alors, comment le lait maternel et cette charge microbienne, plutôt bactérienne, le même monsieur, le professeur Rodriguez, en 2014, il a fondé une théorie. La théorie, elle s'appelle la route bactérienne entéromammaire.
Donc, c'est quoi cette route? Donc, il faut savoir que la femme au cours, de sa grossesse, surtout le dernier mois de la grossesse, le dernier trimestre, pardon. Donc, la perméabilité intestinale de ces mamans augmente. Donc, les intestins laissent passer les bactéries des intestins vers les parties supérieures qui sont les glandes mammaires. Donc, il s'agit sur le plan scientifique d'une translocation. Mais cette translocation, elle est tout à fait naturelle, normale, positive, sans dégâts. Donc, ces bactéries gagnent les glandes mammaires à travers des véhicules qui ne sont que les cellules mononucléaires du sang périphérique. Donc, ça emprunte le sang périphérique et en même temps la lymphe, en arrivant aux glandes mammaires. Et bien sûr, le phénomène, ce n'est qu'une phagocytose, mais une phagocytose non lytique. C'est-à-dire que les bactéries sont libérées intactes. Alors, si vous voulez lire plus sur cette voie magique, vous pouvez consulter ces 2 dernières publications sur le thème. Alors, l'OMS préconise un allaitement pas moins de 6 mois pour un bébé. Et pourquoi? Parce que simplement, l'allaitement permettrait de donner ces macro-éléments, ces micronutriments qui existent dans le lait, mais aussi faire transférer ces bactéries probiotiques au bébé. Et donc, bien sûr, plusieurs chercheurs ont essayé de voir si une supplémentation en probiotiques permettrait d'agir favorablement sur la composition du lait humain. Alors, en donnant à ces mamans des probiotiques, il s'avère que seulement les mamans ayant accouché par voie naturelle, vaginale, la constitution de leur lait, elle est plus riche en probiotiques. Malheureusement, les mamans qui accouchent par césarienne, la différence, elle est presque négligeable. Maintenant, nous allons passer concrètement à l'effet des probiotiques sur le système reproducteur féminin. Et nous commençons par la conception. Alors, mesdames, si vous voulez concevoir un enfant, il vaut mieux prendre les probiotiques. Pourquoi? Dans une étude très solide en double aveugle, faite par Chen et Hall 2022, ils ont recruté 1729 femmes du Royaume-Uni, du Singapour et New Zealand. Donc ces chercheurs, ils ont trouvé que si on donne les probiotiques 2 fois par jour à des mamans pendant la période avant conception et tout au long de la grossesse, ça permettrait les effets positifs suivants. Alors, la durée du travail d'accouchement, ça diminue à 20%. Le risque de faire une césarienne est aussi diminué. Et, bien sûr, les hémorragies postpartum, c'est-à-dire après naissance, diminuent aussi. En ce qui concerne l'effet des probiotiques sur les problèmes de vaginose, entre autres les candidoses, il faut savoir que le vagin, il n'est pas stérile. Il est dominé par un lactobacille. Un lactobacille, Lactobacillus acidiflux. Ce bacille, on l'appelle le bacille de Darwin. Il a été découvert pour la première fois en 1892. Donc, ce bacille, a une activité bactéricide. C'est-à-dire, il tue tout ce qui est étranger pour le vagin, grâce à une production assez importante en acide lactique, en bactériocide et en lactase. Alors, pour comprendre ce qui se passe, l'effet positif des probiotiques, on va imaginer un cas très négatif, le cas de la ménopause, où il y a vraiment des dégâts au niveau de la muqueuse vaginale. Donc, pour les femmes qui ont un état de ménopause, c'est normal, les concentrations en oestrogènes
diminue, ce qui laisse à une atrophie épithéliale de la muqueuse vaginale. Et donc, cette atrophie, cet accroissement anormal, ça ne permet pas le dépôt normal du glycogène. Le glycogène, il sert comme substrat d'énergie pour ces bactéries gentilles. Donc, elles ne trouvent pas quoi manger et donc, il n'y aura pas une fermentation. Donc, automatiquement, pas de fermentation, le pH ne diminue pas. Et quand le pH ne diminue pas, donc ça laisse adhérer toutes les bactéries négatives, méchantes, elles viennent là et bien sûr, elles peuvent nous faire ce qu'on appelle les infections. Alors, pour vous donner un petit aperçu sur ce qu'on fait chez nous, le laboratoire Limbas, surtout mon équipe probiotique santé, pardon, on a isolé une souche probiotique d'origine lait maternelle. Elle s'appelle SL42, c'est une Rhamnosus. On l'a comparée à la fameuse bactérie probiotique LCR35, reconnue dans le complément alimentaire, le complément sous forme de ovules vaginales, gynophilus. Pour les femmes qui ont des épisodes d'infection, ils connaissent ce genre de médicaments. Donc, on a pris des rats Wistar, on a occasionné chez elles de la candidose et on a essayé de les traiter. Donc, on a, bien sûr, par voie locale, on a inséré notre probiotique dans un lot. Un autre probiotique, la bactérie probiotique gynophilus. Et bien sûr, dans un autre lot, on a appliqué la crème Iconazole 1%. Un autre lot, au milieu, on a pris notre souche à l'état micro-encapsulé en présence d'un ingrédient actif provenant de Habl Aziz, qui est le souche comestible. Et bien sûr, on a fabriqué ce qu'on appelle un gel intime. Donc, on a essayé de traiter ces rats. Et quand vous regardez à travers les coupes histologiques du vagin, l'état normal s'installe tout à fait normal dans les groupes probiotiques, dans le groupe ayant le gel ou sur lesquels on a appliqué le gel intime. On va dire jusqu'à 80% en utilisant Iconazole, et bien sûr, ce qui laisse un effet très positif de la part des probiotiques. Alors, le mécanisme, c'est simple, c'est la production de bactériocines, de lactase et la diminution du pH. Bon, derrière moi, ce mois d'octobre 2024, 2 études viennent sortir dans Nature Communication. Donc, ils disent que les bactéries sont aussi, bien sûr les bactéries probiotiques, sont aussi capables de produire ce qu'on appelle les bêta-carbolines. Les bêta-carbolines, ce sont des alcaloïdes. On connaît les alcaloïdes dans les fruits, dans les légumes, mais pas les bactéries lactiques. C'est un peu ça. Le consensus n'est pas encore sorti, et donc ça laisse encore à penser aux effets immenses de ces bactéries positives sur la santé. Alors, si vous voulez lire plus sur notre bactérie lactique, je vous invite à lire nos publications récentes sur cette bactérie. Alors, concernant l'endométriose et l'infertilité. Bon, c'est quoi l'endométriose? Simplement, c'est une maladie gynécologique, bien sûr, qui touche plus de 176 millions de femmes partout dans le monde. Donc, et malheureusement, cette maladie, cette réaction plutôt maladie inflammatoire, occasionne l'infertilité. Et bien sûr, le pourcentage il est assez élevé, 30 jusqu'à 50%. Donc, c'est quoi l'endométriose? Simplement, des tissus de la partie utérine se développent en dehors de la cavité utérine, ce qui laisse des lésions. Ces lésions vont soit empêcher le contact ovule-sperme, spermatozoïde,
ou bien empêcher l'attachement de l'embryon dans la cavité utérine. Alors, l'endométriose, sur le plan microbiologique, c'est une dysbiose. C'est quoi une dysbiose? C'est-à-dire une balance, un équilibre qui est altéré. Donc, les micro-organismes sont là, ils vivent en harmonie, dans l'état inflammatoire, comme l'endométriose, ça se perturbe. Donc, il y a, si vous voulez, des guerres qui se déclenchent entre les différents microbiomes. Donc, sur le plan correct, en profondeur, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ils ont pris certains prélèvements des différentes parties, touchées, lisées, et ils ont trouvé qu'il y a augmentation de certaines bactéries et archées à effet négatif. Les actinomycètes, les corynebactériens, Enterococcus, Chichiacoli, Fusobacterium, Gardnerella, Provotella, Propionibacterium, Staphylococcus et Streptococcus. Tout ça au détriment des bactéries gentilles, des bactéries probiotiques, le genre Lactobacillus qui domine cette partie-là. Alors, bien sûr, en cas où l'endométriose n'est pas traitée, elle peut laisser installer une hyperplasie, et donc l'hyperplasie, c'est, si vous voulez, le stade précoce du cancer endométrial. Donc, pour les femmes ayant le cancer endométrial, on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe, et effectivement, il y a dysbiose au détriment des bactéries gentilles, les lactobacilles, une diminution, voire presque les lactobacilles, ils n'existent pas, et une augmentation d'autres bactéries négatives. Alors, une autre étude très intéressante, je vous invite à la lire, c'est celle de Chen et al. En 2017, parue dans Nature Communication aussi. On pensait que le système reproducteur féminin ne contenait que le bacille de Darling. Mais en fait, il y a d'autres micro-organismes qui existent. Le genre Lactobacillus, il domine la partie inférieure. La partie supérieure, comme l'illustre la figure, elle contient d'autres bactéries. Et bien sûr, c'est grâce à cet équilibre entre ces différents micro-organismes qu'on arrive à avoir un système reproducteur sain. Alors, pour ce qui est de l'effet des probiotiques sur les femmes à l'état de ménopause. Alors, je vais dire que, bien sûr, on a regardé presque les femmes à l'état de ménopause présentent un état de stress assez élevé. Donc, le stress, qu'est-ce qu'il fait? Attention, les femmes, le stress, il n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait? Des douleurs prémenstruelles, très graves. Un dysfonctionnement des ovaires. Un accouchement précoce. Si vous êtes enceinte, le poids de votre bébé dramatiquement faible. Et une dépression postpartum, c'est-à-dire une dépression après accouchement. Et bien sûr, l'installation de la ménopause précoce. Le stress, vraiment, il fait beaucoup de dégâts. Donc, bien sûr, sur le plan contrôle du système endocrinien reproducteur, nous avons deux axes qui contrôlent ce système endocrinien. Nous avons l'axe hypothalamus, hypophyse, surrénal, et l'axe hypothalamus, hypophyse et ovaire. Donc, en état de stress, c'est le premier qui prend le dessus, au détriment du second, qui devrait normalement s'exprimer. Et donc, bien sûr, à l'état de stress, il y a sécrétion de glycocorticoïdes, le cortisol. Donc, beaucoup de concentration de cortisol, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer la synthèse de certaines protéines gonadotropes. Et donc, si les hormones sont en faible concentration, ça permet un cycle ovarien instable ou bien l'absence carrément du cycle. D'où
à l'infertilité. Alors, le phénomène a été bien décrypté en analysant des patientes ayant ce qu'on appelle le syndrome ovarien polykystique, où on a observé des concentrations en les hormones gonadotrophines, à savoir l'hormone lutéo-stimulante et l'hormone folliculo-stimulante. Les concentrations vraiment sont faibles, et donc le ratio aussi diminue, et aussi une concentration très élevée d'acides gras à chaîne courte. Pourquoi? Parce que ces acides gras à chaîne courte sont la conséquence, le résultat d'une activité accrue en microflore. Cela consolide l'idée de la dysbiose. Alors, pour l'effet concret des probiotiques sur les femmes qui ont une ménopause installée, ça fait des années, malheureusement, il n'y a aucun effet sur la production hormonale. L'effet, il est seulement sur l'état du bien-être. Donc, les probiotiques arrivent à gérer le stress chez ces femmes-là et bien sûr améliorer leur qualité de vie. Alors là, je passe sur le plan mécanistique. Qu'est-ce qui se passe? Et avant cela, je vais dire que l'alimentation et le mode nutritionnel sont essentiels pour avoir un système reproducteur sain. Donc, on va essayer d'expliquer d'une manière un petit peu non trop détaillée concernant la signalisation cellulaire. Donc, l'action des probiotiques, elle se fait sur plusieurs niveaux. La première, c'est que les bactéries probiotiques arrivent à sécréter une enzyme appelée la bêta-glucuronidase. Cette bactérie permet de garder le ratio oestrogène-progestérone intact. Donc il ne va pas y avoir des problèmes, donc un cycle ovarien tout à fait normal, et bien sûr retarder au maximum la ménopause. Les bactéries probiotiques sécrètent ce qu'on appelle l'acide butyrique, qui est un des acides gras à chaîne courte. Je ne sais pas si je peux me déplacer là pour vous expliquer. Donc, les bactéries probiotiques au niveau intestinal utilisent ce qu'on appelle les prébiotiques. Ce sont des sucres complexes. Okay? Ces sucres complexes, une fois fermentés, ça libère l'acide butyrique. Et bien sûr, l'acide butyrique, il reconnaît au niveau intestinal certains gènes, et ces gènes-là vont réguler la production de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, lui-même, il va activer une protéine sur l'ADN qui s'appelle la protéine combinée à l'AMP cyclique Respose Element. Cette protéine permet de produire tout ce qui est protéine capable de garder le cerveau avec un fonctionnement tout à fait normal, équilibré, et aussi la production endocrine. Donc, si vous voulez, ce système-là de signalisation, on ne le retrouve pas seulement pour la production des hormones sexuelles. C'est le même système qui se reproduit en cas où on fait une certaine activité qui se répète beaucoup, dans un temps assez long. Donc, si vous voulez, par exemple, l'apprentissage des langues étrangères, c'est cette voie qui est accentuée, qui est activée. Et donc, ça vous permet d'apprendre davantage et davantage. Ce qui est bien, c'est que la même voie, cette voie, elle est régulée par les antidépresseurs. Donc, les médicaments antidépresseurs, ils agissent à ce niveau-là. Ils activent la même voie, comme les probiotiques. Donc, si vous voulez, les probiotiques, ils agissent à la même sorte comme les antidépresseurs. Alors, sur le plan aussi
action des probiotiques sur la production des hormones sexuelles. Donc les probiotiques, grâce à leur acide butyrique, arrivent à stimuler un récepteur qui est reconnu comme un facteur de transcription. C'est le PPA gamma. Ok, PPA gamma, il s'exprime quand il s'agit de métabolisme lipidique. Étant donné que les hormones stéroïdiennes, c'est quoi? C'est des lipides. Et donc, il est activé positivement. Donc, le PPA gamma, il est activé. Les cytokines pro-inflammatoires diminuent, ce qui laisse une production en progestérone et en estradiol normale. Normale plutôt, pardon. Une production normale. Je passe maintenant sur l'effet des probiotiques sur le cancer gynécologique. Malheureusement, il n'y a pas de données claires sur leur effet sur le cancer gynécologique. Mais j'ai collecté pas mal d'études, 61 études qui disent que la présence du HPV, le virus papillomavirus humain, est liée à une augmentation des lésions cervicales. Donc la maladie pré-invasive cervicale, qui est le cancer. Et donc le consensus scientifique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la persistance virale du virus et la présence de lésions pré-invasives, elle est associée à une diminution très significative du genre Lactobacillus, qui est un des genres reconnus pour leur action positive en tant que probiotique. Et cette diminution du genre Lactobacillus, elle est associée par une augmentation d'autres bactéries, surtout anaérobies à gram négatif. Et vous avez toute la liste, ça dépend les études, mais toutes, si vous voulez, arrivent à se concerter sur la présence de ces bactéries anaérobies qui prennent le dessus au détriment de nos bactéries probiotiques. Alors, j'ai résumé dans ce tableau pour vous dire que les effets des probiotiques sur d'autres types de cancers, ça existe. Par exemple, on est arrivé à guérir le cancer colorectal avec, bien sûr, certains types de probiotiques. Pas tous les probiotiques ont cette capacité de produire les ingrédients actifs contre le cancer. Alors, pour conclure, je vais dire que les probiotiques et surtout le genre Lactobacillus est essentiel pour les femmes, surtout celles qui passent par des épisodes récurrents, c'est-à-dire des maladies, des infections qui se répètent. Les femmes qui prennent beaucoup d'antibiotiques pour de longues durées aussi. Le lactobacillus, les probiotiques lactobacillus existent sur les étagères des pharmacies. On peut trouver des ovules vaginales qui contiennent les probiotiques, mais seulement, je vous le conseille, vous ne pouvez pas se contenter seulement de ces probiotiques. Et je dirais, voire même les utiliser dans le cadre d'une prescription médicale. Alors, pour ce qui est des évidences concernant est-ce qu'on pourrait modifier la microflore au niveau vaginal et agir sur des maladies qui s'installent là-haut du système reproducteur. Rien n'est confirmé pour le moment, malheureusement. Alors, il faut dire que dans toutes les études ayant examiné les probiotiques, ou bien leur substrat, les probiotiques, ou bien d'autres compléments alimentaires, ne permettent de guérir le cancer gynécologique. Alors, si les probiotiques, si on proclame à certains probiotiques des effets positifs sur une maladie particulière, là, les effets sont physiologiques. Ils sont comparables
à un médicament. Et donc l'utilisation, elle est restreinte et nécessite ce qu'on appelle le Human Drug Approval, bien sûr après des études précliniques chez les humains. Alors sur ce, je termine. Je pense avoir parfaitement fait les 30 minutes. Merci à vous, merci de m'avoir prêté attention et je suis prête de recevoir vos questions. Je vous restitue la parole, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Bonjour chers collègues, chers étudiants. Je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique et le comité d'organisation ainsi que les responsables de l'université de Chef pour m'avoir convié à participer à ce séminaire. C'est toujours un honneur pour moi d'être parmi vous. Encore merci et c'est toujours un plaisir de rencontrer les collègues des autres universités. Alors, pour ma conférence, enfin, moi j'ai pris un sujet un peu large concernant un peu tout ce qui concerne les biotechnologies, plutôt la nutrition et l'environnement. L'intitulé porte sur la leptine, la mélatonine et la santé. Leptine et mélatonine comme régulateurs, intervenant un peu dans le métabolisme de l'organisme. Alors, la mélatonine et la leptine sont deux hormones essentielles à la santé métabolique, c'est-à-dire au fonctionnement de notre organisme. Elle régule un peu tous les processus métaboliques de l'organisme, sachant que la mélatonine, elle intervient avec l'horloge biologique, qui parle d'horloge biologique ou de rythmicité de notre organisme, que ce soit à l'échelle nerveuse ou à l'échelle moléculaire, tissulaire. On a toujours cette rythmicité qui est reliée à cette sécrétion de mélatonine, notamment mélatonine et sérotonine, c'est-à-dire ces neurotransmetteurs qui régulent un peu le fonctionnement de notre organisme. Alors, la mélatonine intervient sur beaucoup de processus physiologiques, notamment le cycle éveil-sommeil, l'appétit et le métabolisme énergétique, la leptine. Les deux sont impliqués dans une variété de fonctionnements de notre organisme. Et enfin, tout déséquilibre au niveau de ces sécrétions entraînerait des déséquilibres, c'est-à-dire l'apparition de pathologies de notre organisme. Qu'est-ce que c'est la mélatonine? Alors, la mélatonine, c'est les deux structures, c'est une petite molécule, bon, c'est une protéine. Elle dérive du tryptophane, donc précurseur initial, c'est le tryptophane, l'acide aminé. Il est synthétisé, on a la sérotonine, puis après, par une chaîne métabolique d'intervention de 3 enzymes essentielles, on aboutit à cette sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée pendant la nuit. C'est-à-dire, pendant le jour, vous n'avez pas de mélatonine, mais on a pendant la nuit. Et c'est pour ça que c'est important maintenant. Les durées de sommeil, c'est-à-dire cette phase actuellement avec les nouvelles biotechnologies, les nouvelles technologies, l'utilisation des téléphones, certaines fonctions qu'assurent les individus, notamment les veilleurs de nuit, ceux qui changent d'endroit, etc. Et surtout maintenant le problème des enfants, ce problème de la réduction de cette lumière intense à laquelle on est exposé fait que ça perturbe tout ce métabolisme, tout ce processus de la sécrétion, et du coup on a quand même des problèmes de santé, notamment les maladies métaboliques. Alors, la mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale. Il faut savoir que par rapport à cette glande pinéale, on la retrouve un peu même chez les invertébrés, quand on fait une évolution même chez les insectes, etc. La différence chez les mammifères, c'est que ce n'est pas seulement la glande pinéale qui est plutôt chez les poissons, les amphibiens, les oiseaux, etc. C'est la glande pinéale qui est importante. Il n'y a pas le rôle du noyau supra-optique hypothalamique qui va intervenir dans cette sécrétion ou dans cette gestion du métabolisme de la mélatonine. Et c'est la différence par rapport aux mammifères, c'est que les mammifères, on a ce qu'on appelle le système rétino-noyau supra-optique ou hypothalamique, puis après on a la glande pinéale qui est responsable puisqu'on a les mélanocytes à son niveau. Or que c'est ça un peu, tout un système tout complexe qui permet un peu de réguler cette sécrétion et d'avoir des connexions avec les autres axes nerveux, notamment l'axe thyroïdotrope, l'axe corticotrope et l'axe gonadotrope.
Pour la mélatonine, on fait un petit rappel, bon, c'est synthèse, c'est le tryptophane qui est transformé en sérotonine puis en mélatonine. Puis on a la circulation, il est libéré dans le sang avec une courte durée, la demi-vie qui est courte. Et enfin, sa dégradation, elle se fait au niveau du foie, puis on a une excrétion par la voie rénale. On a tout un schéma de la synthèse sur le plan biochimique, toutes les enzymes qui interviennent. On précise bien que là, on a les schémas par rapport à l'évolution de la sérotonine. Si on voit les principales hormones qui interviennent, c'est la 5-HTP, l'hydroxytryptophane qui transforme un peu le tryptophane premièrement en sérotonine. Puis on a la deuxième hormone qui est très importante, c'est la N-acétyltransférase qui va permettre après plus la HI-O-méta, l'hydroxy-indole-O-méthyltransférase qui va aboutir à la formation de la mélatonine. Si on voit les niveaux de sécrétion, on a les trois enzymes essentielles, la sérotonine pendant la phase diurne ou la phase obscure, le O, et puis vous avez pendant les phases de lumière. On a quand même une modification, une variation de sécrétion, notamment pendant la phase obscure où on a une sécrétion beaucoup plus importante au niveau plasmatique de cette mélatonine. Pour les gènes responsables de cette sécrétion par rapport à la mélatonine, on a carrément retrouvé, puisqu'on a principalement les trois enzymes qui interviennent, qui dit enzyme dit gène, donc automatiquement on a le gène de la tryptophane hydroxylase, on a le gène de la hydroxyodinal-méthyltransférase, et enfin on a la régulation qui est importante de cette mélatonine qui est régulée et qui permet un peu, qui régule à la fois l'horloge biologique, donc la rythmicité, et qui est également régulée par tout un complexe rétino-neurologique, enfin pour ne pas dire rétino-hypothalamique. Pour les récepteurs de la mélatonine, donc on va trouver trois. On parle de MT1, mélatonine 1, mélatonine 2, mélatonine 3. Chaque récepteur va définir un certain type de fonction dans la régulation de la sécrétion, et puis parfois on a quand même des effets inhibiteurs. Pour les rôles physiologiques de la mélatonine, on peut trouver premièrement dans la régulation, comme je l'ai dit au début, c'est le veille-sommeil. La régulation du sommeil, la mélatonine c'est un régulateur essentiel du cycle veille-sommeil. La sécrétion augmente dans l'obscurité, puis conduisant à une somnolence et favorise ainsi un sommeil réparateur. Elle est réduite pendant la journée. Et parfois, là, je tiens à dire que dans l'utilisation de cette mélatonine dans le système de reproduction, je prends juste là ce gonadotropes, on utilise la lumière comme paramètre de stimulation de la reproduction, notamment ce qu'on appelle par rapport à la photopériode, la durée d'exposition par rapport à la photopériode, et on parle de durée de la lumière, l'effet lumière ou l'effet photopériode pour la réussite, surtout chez les espèces saisonnières. Enfin, on a également un deuxième rôle, c'est la synchronisation du rythme circadien. On sait tous que chaque individu, que ce soit animal ou est caractérisé par ce rythme circadien, et la rythmicité fait qu'on adapte notre organisme à l'environnement dans lequel on se trouve, et également une adaptation interne, parce qu'en fait la rythmicité, comme je l'ai dit, elle est à différents niveaux, au niveau de l'individu, au niveau tissulaire, au niveau moléculaire et même au niveau... Tout ça est contrôlé par des gènes, notamment les trois gènes principaux, c'est les gènes PER1, PER2, PER3, ainsi que d'autres gènes humains. Enfin, vous avez le troisième rôle, c'est la protection contre le stress oxydatif. En effet, la mélatonine, c'est un antioxydant puissant, protégeant ainsi les cellules des dommages que peuvent causer par les radicaux libres. Elle permet de prévenir le stress oxydatif et de développer de nombreuses maladies chroniques quand il y a un déséquilibre. La mélatonine dans les maladies, en fait, quelle est la relation? On peut avoir, on a cité, exemple essentiel, c'est les troubles du sommeil en relation avec les causes. Donc, comme trouble du sommeil, on peut trouver les insomnies, le syndrome des jambes sans repos, les apnées du sommeil. Les maladies issues de ces troubles, on a ce qu'on appelle les maladies neuropsychiatriques, notamment la dépression, l'anxiété, on parle même de la schizophrénie, les troubles bipolaires,
Et enfin, vous avez les maladies chroniques, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes. Et enfin, la principale qui est connue, c'est le diabète de type 2. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux suppléments alimentaires? C'est ça maintenant, c'est à la mode, c'est-à-dire que les problèmes de sommeil, ceux qui ont un problème de fatigue de sommeil, on utilise toujours, on vous conseille d'aller utiliser les compléments alimentaires, notamment apportés par la mélatonine pour pouvoir assurer une durée de sommeil, permettre à l'individu de bien dormir, si je peux dire. Alors, ces suppléments en mélatonine, bon, ils peuvent être des compléments alimentaires riches qui assurent un apport de cette mélatonine. Alors, ils vont intervenir au niveau du fonctionnement, ils vont agir en limitant un peu l'action de la mélatonine naturelle, ils augmentent le niveau de cet hormone dans l'organisme et favorisent la somnolence, donc activent un peu cette période de sommeil. La deuxième, c'est-à-dire qu'on a quand même des précautions par rapport à cette prise de suppléments alimentaires, notamment, il faut toujours avoir cette consultation, cette idée d'aller consulter et ne pas prendre, même si c'est des compléments alimentaires, il ne faut pas qu'il y ait abus, parce que ça peut également provoquer d'autres troubles métaboliques qui peuvent apparaître après. Et enfin, vous avez le dosage. Bien sûr, on a une dose qui est recommandée de mélatonine qui doit varier en fonction de l'individu, de la raison de la prise, et toujours il est utile, cette automédication doit être empêchée, doit être quand même évitée, parce qu'on a toujours des risques de développer, surtout quand on n'est pas du domaine. Alors, les effets, quels sont les effets secondaires de la mélatonine? Elle peut avoir, quand elle est bien tolérée, il n'y a pas de souci, mais parfois leur prise peut entraîner quelques troubles secondaires, notamment vous avez la somnolence, qui est ce qui est recherché, vous avez parfois, on a des nausées, des maux de tête et des vertiges. Ce qui rend encore de dire que les compléments alimentaires par rapport à la mélatonine, comme ce qui est vendu actuellement dans les pharmacies, on dit que c'est bien de prendre, mais en fait, l'idée c'est de pouvoir garder sa sécrétion de mélatonine naturelle et aller vers plutôt modifier un peu son rythme de vie, son rythme d'activité, aller, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'hygiène de vie et laisser le fonctionnement de l'organisme. La deuxième hormone à laquelle on s'intéresse, c'est la leptine. Alors pourquoi la leptine? Parce qu'effectivement, quand on parle de nutrition maintenant, quand on parle de fonction de reproduction ou de fonction de nutrition, maintenant la leptine est l'hormone elle est à la mode. En fait, il s'est avéré, on a découvert quand même, ça fait plusieurs années, qu'il y a quand même cette leptine qui intervient à différents niveaux du métabolisme. C'est-à-dire qu'elle touche non pas seulement, c'est-à-dire elle est par rapport à la satiété, parce qu'elle est en relation avec le système hypothalamique, puisqu'elle assure, elle régule un peu la satiété. Elle est en relation avec toutes les sécrétions hormonales, notamment la gréline gastrique, qui stimule un peu, et c'est une hormone qui est produite par le tissu gras. Donc sa sécrétion, elle est assurée par le tissu adipeux. Peut-on dire quelle est la recette? Effectivement, parce qu'en fait, le centre de tous les axes qui activent au niveau de notre organisme et qui contrôlent notre fonctionnement se trouve au niveau nerveux. Et le centre, c'est les noyaux hypothalamique, notamment le noyau supraoptique, les noyaux ventriculaires, paraventriculaires. Donc tous ces noyaux, il y a quand même des connexions, ils définissent les 5 axes qui contrôlent un peu, avec des connexions entre les différents axes. On ne peut pas dire que notre axe gonatotrope fonctionne à part de l'axe somatotrope ou de l'axe thyréotrope. Donc tout est relié de cette façon. On ne peut pas dire qu'il y a cette indépendance. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il était intéressant de relier ces deux hormones, parce qu'une, elle régit la fonction surtout de nutrition, si on peut dire, par rapport à cette mélatonine, et une, elle régit toute l'horloge biologique, tous les rythmes et la rythmicité de notre organisme. Alors, pour la leptine, en fait, c'est une hormone peptidique qui est produite principalement par les adipocytes, donc les cellules du gras. Donc on a la structure primaire, elle est constituée d'une chaîne polypeptidique de 167 acides aminés. La structure quand même de la leptine, elle est complexe. Puis après, jusqu'à obtenir la structure tertiaire, où on a quand même une forme tridimensionnelle globale de la protéine, maintenue par des liaisons hydrogène. Ça, c'est la biochimie. Donc, ça, vous connaissez. Pour la biochimie, en fait, vous avez à côté un schéma par rapport au rôle,
c'est-à-dire elle stimule un peu, elle intervient dans l'appétit et la satiété, et elle est en relation avec la gréline et la leptine. La gréline étant une hormone sécrétée ou élaborée par le tube gastrique. Alors, sur le plan anabolisme, c'est-à-dire la sécrétion ou la formation, c'est le métabolisme énergétique qui réduit l'apport alimentaire. Sur le plan un effet catabolique, on a quand même, elle facilite la dégradation des graisses. Et enfin, l'action hypothalamique, elle régule un peu la dépense énergétique via l'hypothalamus parce qu'elle intervient par rapport, parce que ce qui est essentiel dans tout l'organisme vivant, même dans la synthèse des différents constituants ou l'utilisation à l'échelle cellulaire, c'est le niveau énergétique qui détermine la sensibilité ou le besoin de l'organisme à la sécrétion d'une hormone ou d'une autre hormone. Alors, pour la synthèse de la leptine, vous avez quand même un schéma d'une cellule grasse, d'une cellule adipeuse. On a quand même, c'est une protéine, donc il y a quand même des phases de transcription. Il y a des gènes qui codent pour la leptine. Parfois, quand on veut doser, actuellement, on est sur des études pour voir en évidence quel est le rôle de la leptine par rapport à la fonction de reproduction. On essaye de voir. Beaucoup d'études ont mis, bon, certaines elles présentent que la leptine étant une hormone qui intervient, qui est localisée au niveau du tissu gras. C'est vrai que par rapport à la nutrition, par rapport à la régulation de la satiété au niveau de la digestion, la sensation de faim, la sensation de satiété, c'est surtout la sensation de satiété qui intervient par rapport au niveau génétique, mais on a mis en évidence que cette leptine intervenait également, notamment par rapport au diabète et surtout également par rapport à la fonction de reproduction. Donc, on a quand même les gènes de la leptine, il est porté sur le chromosome 7 chez l'homme. Il est transcrit en ARN messager. Parfois, pour pouvoir doser la sécrétion, on dose généralement au niveau soit des ARN messagers, soit c'est la protéine elle-même. Alors, la traduction, c'est une chaîne polypeptidique de préleptine. Puis après, on a sa transformation ou son activation en leptine. La liaison, la protéolyse, elle est livée par des enzymes protéolytiques, formant la leptine mature, et enfin la sécrétion, elle se fait au niveau de la circulation sanguine par les adipocytes. On trouve également des récepteurs à cette leptine, parce qu'en fait on considère que la mélatonine ou la sérotonine c'est des neurotransmetteurs. Par contre la leptine c'est une hormone protéique, donc elle est sécrétée au niveau cellulaire par l'adipocyte. Sa sécrétion elle est faite au niveau sanguin et puis après sa transmission vers le réseau hypothalamique. Alors, comme récepteur à la leptine, on a ce qu'on appelle le récepteur de LEPR. Ses effets en se liant à son récepteur spécifique. Il est exprimé dans divers tissus, notamment au niveau hypothalamique. Le fait qu'il y ait la présence d'un récepteur au niveau hypothalamique dit qu'elle passe au niveau du cerveau et elle a son action et des connexions par rapport aux sécrétions des autres neurotransmetteurs. Pour la signalisation de cette protéine, en fait, on a une liaison leptine au récepteur qui va déclencher toute une cascade de signalisation intracellulaire et permet l'activation des voies de transduction de ce signal. La régulation de l'appétit, c'est son rôle essentiel, il se fait par l'activation des voies et qui va permettre de suppresser une suppression de l'appétit, c'est-à-dire inhiber l'action de la gréline, parce que la gréline, elle appelle, c'est la sensation de faim, donc elle appelle un appel de nourriture, or que la leptine, c'est l'effet inverse. Les rôles multiples de la leptine, donc là vous avez tout un schéma qui vous montre que la leptine, elle agit sur les différents organes, notamment le foie, le cœur, l'appareil génital, le cerveau, les muscles, etc. Et l'os. Donc, elle a un rôle essentiel au niveau de l'appétit. Elle réduit la faim via l'hypothalamus. Elle permet de produire beaucoup plus d'énergie. Donc, elle augmente la dépense énergétique. Elle a un rôle immunitaire. Elle renforce le système immunitaire. Et sur le plan reproduction, elle influence la reproduction et le cycle menstruel. La leptine dans la régulation de l'appétit, si on le prend, donc, c'est les effets de satiété. Elle va agir sur le noyau hypothalamique, notamment sur le noyau arqué, pour stimuler la production du neuropeptide qui va induire la sensation de satiété. Sur le plan métabolique, son rôle, c'est-à-dire elle va augmenter le métabolisme énergétique, elle favorise la dépense calorique et la combustion des graisses. Pour l'hémostase énergétique, l'hémostasie,
La leptine permet de maintenir l'équilibre entre l'apport et la dépense énergétique, qui va garantir une stabilité des réserves énergétiques corporelles. Étant une protéine, étant une hormone protéique, donc qui dit protéine dit gène, donc il y a un gène qui permet de contrôler la synthèse, donc qui est transcrit pour pouvoir produire la protéine. En fait, comme on l'a dit, le gène responsable il est présent sur le chromosome 7 chez l'homme, on l'a bien identifié. Et là, on peut avoir différentes mutations qui peuvent toucher le gène de la leptine. Alors, soit quand on parle de mutation par perte de fonction, c'est-à-dire on a une délétion ou un ajout au niveau de la séquence des nucléotides, et là, quand il y a une modification de cette séquence du gène, automatiquement, on a une traduction, une transcription puis une traduction en une protéine non fonctionnelle, c'est-à-dire on a une perte de l'activité de cette protéine de la leptine. Alors, ce qui peut entraîner un déficit en leptine et conduire le syndrome le plus connu, c'est le syndrome d'obésité, qui va entraîner également d'autres troubles métaboliques. Alors, on peut avoir également une mutation type gain de fonction. Là, c'est l'augmentation de la production de la mélatonine. Et vous savez que quand on parle de mutation de gain de fonction, ça peut être des parties du génome, des séquences de nucléotides qui peuvent subir soit c'est un ajout ou une délétion, c'est-à-dire on a plusieurs fragments de ces séquences qui peuvent conduire à la synthèse de la même protéine, c'est-à-dire de la leptine. Et quand il y a un excès en leptine, automatiquement, on a des troubles de métabolique, et notamment puisque c'est l'hormone de la satiété. Si elle est sécrétée en abondance, elle perd, parce qu'il y a une relation par rapport à la signalisation cellulaire. Et du coup, on a quand même une absence de la réponse, et on a l'amaigrissement qui apparaît contrairement que quand il y a un manque, on a l'obésité. Alors, on peut y avoir des cas de résistance à la leptine, c'est-à-dire qu'au niveau récepteur, il n'y a plus de fixation à la formation du ligand réceptif et récepteur et l'hormone. Et ici, on peut avoir, qu'est-ce que c'est la résistance à la leptine? C'est un état physiologique que les cellules sont moins sensibles à l'action de la leptine, c'est-à-dire qu'elles ne répondent pas. Et ça, souvent, on a dans le cas où il y a des substances, soit on a des substances qui bloquent cette relation ou cette fixation récepteur-protéine, soit l'utilisation médicamenteuse, certains produits toxiques qui peuvent être à l'origine de cette anomalie. Alors, comme cause, on peut avoir des causes qui peuvent être l'obésité, l'inflammation chronique, le stress et certains médicaments. Les conséquences de cette résistance à la leptine, c'est que vous allez avoir l'obésité, le diabète de type 2 et le développement d'autres maladies chroniques. Quel est le rôle, l'importance de la leptine? Elle constitue maintenant une hormone à la mode. En fait, tout le monde parle de la leptine. C'est vrai que pour pouvoir aller faire des études, des expérimentations sur la leptine, on est un peu limité et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire beaucoup de choses, notamment dans les travaux concernant toute la physiologie en relation avec cette hormone, que ce soit la reproduction, que ce soit la nutrition, que ce soit l'impact des substances ou en fait en pharmacothérapie. Et c'est vrai que quand c'est des kits, en fait, c'est au niveau des récepteurs, on a quand même besoin des kits qui coûtent excessivement cher. Mais cependant, donc le premier point, c'est qu'elle permet de réguler l'appétit et le poids. Elle permet de développer une résistance à l'insuline parce qu'en fait, elle contribue à la sensibilité à l'insuline, qui est un facteur important pour la santé métabolique. Donc, on a le métabolisme énergétique aussi. La leptine va influencer le métabolisme énergétique, favorisant l'utilisation des réserves énergétiques et la dépense calorique. Elle peut avoir un rôle au niveau de l'inflammation. Elle est impliquée dans la régulation de l'inflammation, processus essentiel pour la santé de l'individu. Et enfin, s'il y a une reproduction, au niveau de la reproduction, on pense qu'on a un rôle de cette leptine dans la fonction de reproduction, notamment la maturité sexuelle et l'affectivité. Le dernier point sur lequel intervient la leptine, c'est le système immunitaire. La leptine a été associée à la fonction du système immunitaire et à la réponse immunitaire. Alors, quel est le rôle, en fait, la relation leptine-mélatonine? En fait, la mélatonine module la sécrétion de la leptine.
La leptine influence le rythme circadien. On a un rôle dans la régulation du poids et le métabolisme, prévention des troubles métaboliques. Elles améliorent la qualité du sommeil et impact positif sur le bien-être général de l'individu. Ici, vous avez un schéma concernant un peu ces rôles par rapport à ces structures hypothalamiques, notamment tout le cerveau et le rôle, la connexion entre les deux hormones. La relation complexe entre la mélatonine et la leptine. Donc, premièrement, on a que la mélatonine va favoriser un peu la production de la leptine au niveau des cellules adipeuses. On a signalisation vers la glande pinéale. La leptine, le signal de la glande pinéale permettra la synthèse de la mélatonine. Vous avez l'inhibition de la mélatonine où la leptine peut avoir un effet en fonction de sa sécrétion par rapport à cette régulation de la sécrétion de la mélatonine. Vous avez également la régulation du cycle veille-sommeil et de l'appétit où les deux hormones interviennent. Alors, si on peut parler de toutes ces fonctions, c'est-à-dire qu'on a que ces deux hormones ont des organes cibles. Notamment, on a l'hypothalamus, alors on a la glande pinéale, sécrétion de la mélatonine. On a un niveau hypothalamique. Alors, vous avez ce qui est important, c'est au niveau hypothalamique et les connexions qui existent entre les différents brins, entre les différentes parties du cerveau. Donc au niveau hypothalamique, elle contrôle la sécrétion des hormones hypophysaires et au niveau hypophysaire, la sécrétion des hormones qui agissent sur les organes cibles. C'est-à-dire que les trois axes au niveau, l'axe hypothalamo-hypophysaire plus la glande pinéale, quand ils sont relayés, contrôlent toutes les synthèses d'hormones à l'échelle de l'organisme. Alors ici, on a présenté un peu un tableau sur l'ensemble du système hypothalamo-hypophysaire et les organes cibles, notamment par rapport aux différents types d'hormones, que ce soit la TRH, la GnRH et la CRH, et la fonction de l'organe cible, et enfin la fonction qui est Alors, quels sont les neurones qui interviennent au niveau sur les effets de la mélatonine et la leptine? Ici, on peut avoir différents niveaux, différents neurones du cerveau, notamment les neurones hypothalamiques intervenant dans la régulation de l'appétit. Vous avez les neurones intervenant dans le métabolisme énergétique et ceux intervenant dans l'éveil sommeil. Donc, ces neurones ils sont regroupés au niveau des noyaux spécifiques, notamment les noyaux hypothalamiques, soit les noyaux arqués, le noyau supraoptique pour la mélatonine et qui possèdent des récepteurs spécifiques, que ce soit à la mélatonine ou à la leptine. Enfin, vous pouvez avoir, donc pour la sécrétion de la mélatonine, l'intervention au niveau, c'est sécrété au niveau de la glande pinéale, qui va répondre à la présence de l'obscurité. Les récepteurs à la mélatonine, ce sont les neurones hypothalamiques des récepteurs. La régulation du cycle sommeil-éveil, les récepteurs de la leptine se trouvent au niveau des neurones hypothalamiques, au niveau surtout du noyau arqué, et la sécrétion, elle se fait par les adipocytes en réponse à la quantité du gras présent dans le corps. Et enfin, on a un rôle de l'appétit, de la régulation de l'appétit et du métabolisme par la leptine qui inhibe l'appétit et qui stimule le métabolisme. Alors, vous allez avoir également les principaux neurones qui interviennent dans cette régulation hormonale. On a les neurones pro-opio-mélanocortine, ce qu'on appelle les POMS, les neurones AGRP, agglutinated peptide, le neuropeptide Y et les neurones du noyau supraoptique. Pour les troubles de la sécrétion de la mélatonine et de la leptine, quels sont les effets des troubles de cette sécrétion, que ce soit en excès ou que ce soit en manque? On peut avoir un effet sur le système nerveux central, la nutrition, on peut avoir un effet sur la fonction de reproduction, et tout déséquilibre dans ces deux hormones peut mener à des problèmes de sommeil, des troubles alimentaires, l'obésité, l'apparition du diabète de type 2, les problèmes de fertilité et d'autres troubles métaboliques.
Pour l'effet sur le système nerveux central, donc un manque de mélatonine peut entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Par contre, une résistance à la leptine peut conduire à l'apparition du syndrome d'obésité et d'un syndrome métabolique. Pour les effets sur la nutrition, alors concernant la mélatonine, des troubles au niveau de la sécrétion de la mélatonine peuvent conduire à une diminution de la production de la mélatonine, une augmentation d'appétit, diminution du métabolisme, favorisant l'obésité. La leptine, à son tour, c'est la résistance à la leptine qui va rendre le cerveau moins sensible aux signaux de satiété, conduisant à une surconsommation alimentaire. Alors, sur la fonction de reproduction, notamment, elle peut intervenir chez l'homme et chez la femme. Premièrement, on peut avoir un effet sur la fonction de reproduction. Elle peut intervenir pour la mélatonine, elle régule la puberté, la fertilité et la grossesse. La leptine va stimuler la production des hormones sexuelles, régulation de la fonction ovarienne et le cycle menstruel. Quelles sont les maladies métaboliques les plus importantes? On peut avoir des maladies primaires, notamment l'obésité et le diabète de type 2. On peut avoir des maladies métaboliques secondaires, notamment les maladies cardiovasculaires qui peuvent survenir suite. Il vous reste 2 minutes? Non, moi je pensais que j'avais moins de temps. Maladies cardiovasculaires, des conséquences des primaires, la leptine et les métabolismes qui perturbent un peu tous les processus métaboliques. En conclusion, on peut conclure quand même, la mélatonine et la leptine ont des rôles essentiels dans la régulation de l'homéostasie, de la santé métabolique. L'interaction entre ces deux hormones elle est complexe et elle contribue au fait au maintien du cycle éveil, d'un appétit, de la reproduction et d'autres fonctions physiologiques. Tout déséquilibre au niveau de la sécrétion de ces deux hormones peut avoir des conséquences néfastes sur la santé qui peuvent conduire à des troubles métaboliques et d'autres problèmes de santé. Il est donc essentiel de maintenir cet équilibre hormonal optimal par un mode de vie sain, surtout un régime alimentaire sain, équilibré et une bonne hygiène de vie. Pour les perspectives de recherche futures, on parle de développement de traitements ciblés pour les maladies métaboliques, c'est les thérapies hormonales, des innovations technologiques, c'est toutes les nouvelles méthodes pour mesurer et réguler les hormones. Et enfin, la médecine personnalisée, c'est toutes les approches individualisées qui sont basées sur les profils hormonaux. Sur ce, je vous remercie.